Bonjour et bienvenue sur Les mots magiques, la chaîne du copywriting en français. Je suis Célim Niederhofer, formateur en copywriting et copywriter depuis 2010. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur de recevoir Sandy Giacobi. Bonjour Sandy, Salut Célim, merci de me recevoir. tu vas bien? Écoute, je vais très bien. Et tu sais quoi, en t'écoutant, je me dis qu'on s'est lancé la même année, puisque moi aussi, j'ai créé mon entreprise en 2010. Oui, ouais, alors attends, dans ce cas-là, j'ai envie de te dire, moi c'était 2009, mais parce qu'en 2009, j'étais Tu pas gagnes. encore copywriter, tu vois. C'était que je faisais autre chose en 2009, mais ça avait gardé le même nom de boîte. Sandy, je suis super heureux de t'accueillir aujourd'hui parce que dans l'écosystème LinkedIn, dans l'écosystème marketing français francophone, tu fais partie de celles qui comptent, et encore plus à mes yeux, depuis que tu as publié en janvier 2025 Homo Entrepreneurus avec la promesse suivante. Adoptez les stratégies de Sapiens pour faire prospérer votre entreprise. Pour ceux qui ne te suivent pas encore, Sandy, si vous la suivez, elle a son podcast qui est dans le top 5 des podcasts marketing. Il s'appelle My Marketing Podcast. Vous le retrouvez sur Spotify et toutes les plateformes de podcast. Elle est présente de nombreuses fois par semaine. Je ne vais pas dire 7 jours sur 7 parce Non. que c'est dur sur LinkedIn quand même de produire 7 jours sur 7. Mais suivez-la comme déjà plus de 12 786 personnes. Chiffre précis, c'est du copywriting. Mais surtout, moi, la question, Sandy, qu'est-ce que tu fais pour de vrai? C'est quoi ton job au quotidien? C'est quoi mon vrai métier? Ouais, Alors, mon vrai métier, j'en ai un qui est d'être cofondatrice de My Marketing Experience, ok. qui est une agence de conseil en marketing, donc on va dire casquette entrepreneur. Mon métier derrière ça, c'est que j'aide des entreprises en B2B à se développer avec des conseils et des services en marketing pour savoir qui sont leurs bons clients, les trouver, faire en sorte qu'ils les préfèrent et qu'ils les choisissent dans le temps. Parce que la fidélisation, c'est quand même le nerf de la guerre aussi. Donc voilà ce que je fais concrètement. Ok, Alors, et ça, concrètement, on va ça pas veut rentrer dans dire, le détail, mais voilà, c'est ma mission. ouais, grave, mais complètement, un détail, une journée type, une semaine type, un mois type, c'est quoi, genre, quand tu arrives au bureau, tu fais quoi? Parce que nous, copywriters, qui te regardons et t'écoutons, nous, bon, ben voilà, on lit des livres, on analyse des business, on écrit des emails, des pages de vente, on comprend ce que fait un concepteur-rédacteur. Mais toi, donc, conseil marketing, concrètement, tu arrives au bureau, il se passe quoi? Je me fais un café. Ça, c'est Ben vraiment tout. oui, mais c'est le truc le plus important. Comme tout le monde. J'enlève mes chaussures parce que je travaille pieds nus. Voilà, comme ça, tout le monde saura le secret de mon succès. C'est que je ne travaille pas avec des chaussures et seuls les gens qui réussissent dans la vie pendant 15 ans le savent. D'ailleurs, hein, c'est un petit tips. On enlève les chaussures. Mais plus sérieusement, ma journée type, c'est que je vais avoir par exemple des rendez-vous avec des prospects. Donc, comme si j'étais copywriter, des clients potentiels dans lesquels je vais analyser leur situation et je vais les conseiller sur quel est le service qui va le mieux convenir. Et puis, il y a des propositions commerciales. Donc, ça, c'est pas ce que je préfère faire, mais c'est quand même ce qui est plutôt utile pour vendre. Et si je rentre dans la cuisine, il y a une partie où je vais analyser des marchés, où je vais créer des offres pour les clients, où je vais beaucoup travailler. Une grande partie de mon travail, c'est de travailler sur des positionnements. C'est une grosse partie de ce qu'on fait pour nos clients. Bien sûr. De décliner ça sur des plans d'action. Tu vois. Encore ce matin, j'avais une réunion avec un client. Ils étaient six dans l'équipe commerciale et je présente le plan, alors ce qu'on va appeler dans mon jargon go-to-market, donc il y a une partie Ok. marketing, mais il y a aussi une partie commerciale. Et il y a beaucoup de création de contenu aussi, puisque tu l'as très justement dit, on a un podcast. Le podcast, c'est plutôt le vendredi. Donc, si tu viens le vendredi, il n'y aura pas de client, par exemple. C'est C'est ça, que c'est vide. dédié à du marketing et de la création de contenu. Et puis, il y a aussi de gérer des intervenants et des équipes qui vont servir, produire. Donc, par exemple, s'il y a des personnes qui doivent intervenir sur du copywriting, c'est de les briefer, de s'assurer qu'elles ont compris le message, de relire ce que font les personnes, que ce soit copywriting, SEO, peu importe, hein. On va piloter, en fait, aussi ce qui se passe chez les clients. Sandy, c'est complètement fou. Tu viens de me voler ma prochaine question. Je voulais savoir Oups. si, dans tout ce que vous produisiez, vous travaillez avec des copywriters. Tu as parlé de copywriting, mais du coup, comment ils s'intègrent là-dedans? Tu les places chez des clients, ils viennent chez vous, comment tu les briefes, etc. Tu peux nous parler un peu de l'importance du copywriting dans votre business? Alors, le copywriting intervient en phase aval, on va dire. C'est-à-dire que nous, on va s'occuper de toute la partie de positionnement, les messages, les offres. Et ça, évidemment, au bout d'un moment, il faut le décliner en mots, en messages, notamment, ce qui est le plus connu, on va dire, c'est pour les sites internet, les landing pages. Et dans ces cas-là, alors on ne place pas chez nos clients
nos clients n'ont pas de salariés copywriters. Ok, En revanche, on va les faire intervenir sur la création du contenu, par exemple, de site internet. Et ce qu'on trouve plus efficace, c'est pas forcément de leur donner directement ce qu'il faut écrire, de leur dire le brief et ils écrivent, parce que nous, on s'adresse souvent à nos clients sont souvent assez techniques, avec beaucoup d'expertise, et ok, c'est long de transmettre et complexe de transmettre ce savoir-faire. Donc, on préfère travailler à l'envers, c'est de produire un premier contenu soit par le client, soit nous, ça peut être les deux cas, et dans ces cas-là, de le faire revoir par des copywriters qui vont optimiser en fait cette base pour valider la structure, pour dire où est-ce qu'il faut muscler, revoir hein, s'il faut agencer différemment et apporter vraiment la vraie valeur ajoutée pour moi du copywriter, c'est pas d'avoir l'expertise d'entreprise, c'est de savoir comment la mettre en avant et comment structurer de avec des leviers clarifier, psychologiques structurer le les message. messages. Voilà. Bien sûr. Ah, canon. Comment tu expliques ton positionnement aujourd'hui sur les réseaux sociaux? C'est quoi un peu les recettes du succès? Comment tu es passé de, bon, tu bossais dans ton coin, tu avais ton agence. Alors attention, pour ceux qui ne connaissent pas encore Sandy, elle a ce qu'on appelle un unfair advantage. Elle a une sœur jumelle, ok? Et ça, quand même, c'est tricher parce que elles travaillent à deux. Complètement. Elles ont des ping-pong beaucoup plus rapides. Elles se comprennent sans même se parler. Forcément, elles ont un avantage. Mais à un moment, vous n'étiez pas là, pouf, le lendemain, vous êtes là sur le marketing podcast et sur LinkedIn. C'est quoi les clés du succès? Même si ça prend du temps, comment vous vous êtes motivé? Comment vous êtes arrivé? Quelles sont les règles que tu appliques au quotidien pour la création de contenu? Alors, tu l'as dit très justement, ça prend du temps. C'est pas arrivé un jour. Toi, tu as peut-être l'impression que c'est arrivé d'un coup, mais pas du tout. On a fait un choix stratégique dès le début de My Marketing Experience, c'est de créer du contenu. OK, Alors, au début, c'était avec un blog parce que les podcasts, bien ça sûr. se faisait pas trop en Alors là, tu 2010, dis on est honnêtement. 2010 là. Du coup, si tu dis qu'on est au Ah, les début, blogs, c'est c'est quand? 2010. 2010. Tout de suite, on a tout de suite commencé à rédiger, à produire du contenu. Il n'y avait pas tant de concurrence que ça à l'époque. Hein. Bien Toi aussi, sûr, tu as un passé de blogueur et tu le sais très bien. Donc, c'était plutôt confortable. Les gens qui franchissaient le cap, tu avais du retour sur investissement. c'est ça. Et je dirais même Déjà le même assez nom? rapidement. Déjà le même nom à l'époque? Non, alors on s'appelait My Marketing Manager à l'époque. C'est le Ok, premier nom de My Marketing Experience. Et on a changé de nom il y a 5 ans. En fait, ok, il y a 5 ans, on a rebrandé et on a fait évoluer le nom. Et donc, création de contenu dès le départ, ce qui fait qu'on a déjà commencé à accumuler, par exemple, des abonnés à une newsletter, bien donc sûr. une petite communauté. Et il y a un peu plus de 5 ans et demi, on est passé. Donc, après, on a créé une chaîne YouTube, par contre, pardon, j'ai oublié de préciser, qui a, qu'on a un peu laissé à l'abandon. Ça avait bien marché, mais on avait laissé un peu à l'abandon pour plusieurs raisons, mais peu importe, notamment parce que les commentaires, et puis parce que c'était les commentaires qui me saoulaient, et Ok. pour être honnête. Et aussi, c'était très chronophage. Mais oui. Aujourd'hui, en fait, ce que les gens comprennent peu, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile qu'avant de créer du contenu. Beaucoup, beaucoup plus facile. Ah oui, non, mais de Ça créer prend du beaucoup contenu, moins de oui. temps. Mais c'est Bon, il intéressant y a ce que aussi tu beaucoup dis plus sur de concurrence, hein. C'est ça. Ce que tu Mais dis qui m'intéresse, moi, c'est sur les commentaires qui te saoulaient, c'était quoi? Parce que les commentaires étaient nuls ou violents ou alors ça te saoulait de prendre du c'était des temps de lourds. répondre. C'était des lourds. Il y Ok, avait pas ouais. mal de lourds. Ouais, Et du coup, on se disait, c'est pas forcément les bonnes personnes qu'on attirait. Et en plus, ça prenait du temps à produire. Donc, on a un peu laissé de côté. Mais il y a 5 ans et demi, ouais, on a lancé notre podcast, My Marketing Podcast. Et là, c'est pareil. Ben, en fait, tu t'empares d'un média qui est encore alors, il n'y avait pas personne, attention, il y avait déjà quand même des podcasts, bien mais ils étaient sûr. moins nombreux. Et donc, c'est comme ça aussi que tu accrois ta visibilité. C'est quand tu fais des choix qui sont pénibles, parce que tout le monde pense qu'avoir un podcast, c'est hyper sexy, mais honnêtement, je peux vous assurer que les retours sont pas immédiats, que c'est du travail, que Bien c'est sûr. pas du tout sexy. C'est, Non, c'est juste ce beaucoup de n'est pas travail. de l'ASMR. Du tout. C'est ça, Mais c'est aussi ce qui a fait que la visibilité s'est décuplée. Et sur LinkedIn, c'est pareil, c'est la récurrence. c'est Et tu l'as ça. très justement dit quand tu as parlé de mon unfair advantage, c'est que oui, en fait, en prenant toutes les deux la parole, on crée cet unfair advantage d'avoir d'utiliser à fond le biais de simple exposition. Oui, C'est-à-dire bien que sûr. les gens ont l'impression de nous voir plus. Nous, on a de la chance, on se ressemble. Donc, en fait, quand ils voient Laurie, ils ont l'impression de me voir et vice-versa. Elle est là Et tout le temps. On la voit tout le temps, Madame elle me Giacobi. stalk. C'est ça, alors que vous Donc, êtes deux. T'as dit il y mais, a mais on l'a 5 ans? utilisé Mais oui, t'as dit il y a 5 ans, Sandy, pré-Covid 2019 ou en plein pendant le Covid 2020? en plein pendant. Ok. En plein pendant. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on assiste quand même.
Bah, il y avait Clubhouse déjà à l'époque, le délire qui a Alors duré moi, j'y ai peut-être pas six été. mois. Ah mais moi non plus. Laurie l'a J'y fait suis allé Clubhouse, deux pas moi. fois. J'y suis allé deux fois. C'était des gens qui parlaient, qui échangeaient leur expertise marketing, business, tout, 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 mais juste avec la voix. Ouais, non, moi j'aime bien voir les gens. En fait, tu vois, c'est pour moi ça n'a pas pris. Il y a des gens, ça a révolutionné leur vie. Moi, pas du tout. C'est venu, Ça n'a c'est pas pris chez moi non. reparti. Ça m'a pas dérangé non plus. Ok, donc Covid, vous avez lancé. Et c'est ça qui est bien aussi pour tous ceux qui nous écoutent, que vous soyez copywriter ou entrepreneur. Ça prend du temps. C'est 1 an, c'est 2 ans, c'est 3 ans. Certains explosent au bout de 5 ans. Même des gros gars comme Stan Leloup, ils disent, j'ai développé ma chaîne, bam, bam, bam. Ils vous montrent toutes les vidéos, pas qui ont floppé, mais qui vivotaient, qui fonctionnaient tranquille, jusqu'au moment où il y en a une qui explose. Donc ça, déjà, c'est hyper important. Et peut-être qu'on va pouvoir en reparler juste après. On arrête sur ta présentation, on arrive sur le concret, sur le livre. Et là, je dis quoi? Ta passion, c'est la paléontologie. Ça court pas les rues, ça, hein, franchement. Alors, je vais Tu même te nous expliques? reprendre. Je vais même si tu veux, parce que c'est la paléoanthropologie. Bah oui, mais c'est un mot trop compliqué, donc on va rester sur le mot que les gens y comprennent. La paléontologie, on connaît des paléontologues, on ne connaît pas des Ouais, ou- paléoanthropologues. moi, je ne le dis même plus ce mot, parce qu'en Mais fait, il oui, fait trop peur aux gens. mais oui, il est trop long. Un copywriter, tu vois, il arrive, il te dit paléo-expert. Allez hop, voilà, expert du régime paléo, on a compris. Donc, toi, ce qui t'intéresse, c'est la diététique. Non, comment t'es tombé dans la marmite? C'était quoi? C'était en 94, Jurassic Park, ça date d'où cette histoire? J'ai bien aimé Jurassic Park, mais pour le coup, je suis pas très branchée dinosaures. J'aime en fait la préhistoire, c'est super long. J'aime pas tout dans la préhistoire. Comme les bons geeks, je suis assez monomaniaque d'une période et moi, ma période que j'aime, c'est on va dire moins 300 000, moins 50 000, comme ça, puisque tu as dit qu'en copywriting, c'était bien les chiffres. Donc, je te donne 10 chiffres. Non, la période qui m'intéresse le plus. Alors pourquoi? Comment je suis tombée dedans? Je suis tombée dedans parce que je trouve ça passionnant de savoir comment on en est arrivé là, comment est née notre espèce, d'où on vient. Questions que tu te poses gamin. Je pense que plus ou moins C'est beaucoup ça. d'enfants se posent ce genre de questions. D'où je viens? Je vais pas partir là-dedans, mais en fait, il y a énormément de similitudes entre le métier de marketeur et le métier d'anthropologue et de paléoanthropologue. Tu vois, même Ah, moi, j'ai du mal à le dire, c'est c'est horrible. tout le propos du Donc, livre, hein. l'étude de l'espèce humaine, voilà, Bien sûr. pour aller plus vite. Et, euh, et en fait, voilà, ça me fascinait de comprendre l'histoire qu'il y avait derrière. Pourquoi on était 5 espèces humaines il y a encore 50 000 ans? Pourquoi il n'y a plus que Sapiens aujourd'hui et les autres, ils sont plus là? Et en fait, voilà, ça m'a tellement fascinée. Puis, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu énormément de progrès scientifiques. Moi, j'ai pas fait d'études scientifiques. Parce que à l'époque, quand tu étais une fille et que tu étais bonne en tout, on t'orientait pas vers la science, on t'orientait vers tout le reste. Mais bon, je regrette pas, j'adore mon métier. Mais c'est aussi, ça répondait aussi à un appétit particulier pour les sciences. Et aujourd'hui, avec la paléogénétique, ben, c'est absolument génial. Le génome humain, le génome de Néandertal qui a été séquencé en 2010 d'ailleurs, je crois. Donc voilà, c'est un peu pour tout ça. Ok. Canon. Résultat, tu lis des livres sur le sujet, tu vas à des expos, j'ai vu des photos de toi, des Oui. expos, on te voit devant des coquillages, on se dit, bon, ok, Des os principalement. bien sûr, Je complètement. vais passer pour une fille très très chelou quand même. Mais non, parce que derrière, on en retire des leçons et tu nous as tout remixé ici. Adoptez des Ouais. stratégies de Sapiens pour faire prospérer votre entreprise. Les copywriters qui te regardent, ils se disent, waouh, ok, mais comment j'applique toutes ces leçons? Tu vois, déjà, on commence dès le début, concrètement. Comment un copywriter il peut s'inspirer de ton livre? Ça commence fort avec le mythe du c'est le plus fort qui survit. Mais nous, c'est ce qu'on se dit quand on voit tout ce qui se passe sur LinkedIn, les Non, gros c'est qui le chiffres plus sur fort justement? Instagram. Tu vois? Et toi, tu nous dis, non, non, c'est pas le plus fort qui survit. Tu peux nous expliquer un peu? Euh, c'est pas le plus fort qui survit parce que déjà, si tu reviens en arrière, Néandertal était beaucoup plus fort que Sapiens là où il était sur son marché, pas sur son marché géographique, je veux dire. Pourtant, bah, il est plus là aujourd'hui. T'aurais vraiment fait un combat de lutte entre un Sapiens et un Néandertal. Sapiens n'avait quasiment aucune chance. Ok, Ils étaient plus costauds, tout ça. Et aujourd'hui, en fait, si tu prends sur un horizon de temps, alors pas de 10 minutes, pas d'une heure, pas de 3 jours, hein, plus long, tu te rends compte qu'avec les changements des marchés, avec les périodes d'incertitude, la volatilité de la demande, eh ben, c'est pas les plus forts
qui s'en sortent. On a tous en tête des Nokia, des BlackBerry, enfin des Kodak, Ouais, où on Kodak, se disait mais ils sont trop grands, ils sont trop gros, too big to fail, tu sais, genre ça bien sûr. pourra pas leur arriver, ils ont trop d'argent. Bon, il y en a certains, Nokia existe encore, c'est vrai que ils ont pas mis la clé sous la porte, mais ils n'existent plus comme on l'a connu, toi et moi, avec nos petits Nokia, là, En trop contents, hégémonie, évidemment, en nos hégémonie avec le serpent. 3310. Mais merci j'expliquais à mes enfants ce que c'est le serpent l'autre jour d'ailleurs. Et, euh, et du coup, en fait, si t'es dans une entreprise ou même si tu es solo ou que tu es une petite entreprise, bah, en face de toi, tu verras toujours des beaucoup plus gros que toi. Est-ce que ça veut dire que tu n'as aucun espoir de survie? Pas du tout. Parce que ceux qui vont survivre, c'est pas forcément ceux qui sont les plus gros, c'est ceux qui vont réussir à, un, s'adapter le plus vite, deux, capter les signaux faibles et se transformer pour s'ajuster au marché. Et c'est ce qui s'est passé avec des espèces bah, comme la nôtre, où on n'était pas donné gagnant sur le papier. Ok, Donc, être petit n'est pas la condition, en revanche, pour réussir. En fait, c'est ni être petit ni être gros. ok, C'est savoir s'adapter. d'accord, ouais. Pur darwinisme, clairement, c'est ce qu'on retient du darwinisme, c'est adapt or die. C'est adapt or die, ouais. Mais Ok, adapte de la bonne façon, quoi. Parce que s'adapter, juste se transformer, ça marche pas. Faut se transformer de manière pertinente. Ça, il y a plein yes. de moyens. Et l'avantage, je dirais, quand tu as une taille modérée, c'est que tu vas aller plus vite. Ouais, mais oui, 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 bien sûr. Tu parles d'adaptation tout au long du livre, ok? Nous, copywriters, on a subi en 2022 un raz-de-marée avec l'arrivée de l'IA. Tous les marketeurs, de toute façon. Comment on s'adapte à ça? Tu conseilles quoi si demain tu rencontres un copywriter, tu fais un trajet en train avec lui, il dit, ah madame, madame, j'ai lu votre livre et c'est trop bien, mais je suis copywriter et j'ai très peur de l'évolution qui arrive. Je fais quoi? Oh, qui Comment gêne. un copywriter il s'adapte? Alors toi, c'est vrai que tu focuses sur le copywriter, mais c'est une question que je dirais que Que les la freelances? plupart des entreprises devraient se poser, hein. Ouais, Parce bien sûr. que peut-être que vous êtes partie d'une catégorie qui est particulièrement ciblée, mais je pense que ce serait une erreur de ne pas se poser des questions à tous les étages dans une entreprise. Alors ce que je me poserais comme question, la première, c'est je dirais aujourd'hui, quel est ton unfair advantage par rapport à une IA? Qu'est-ce que toi, tu es capable d'apporter par rapport à une IA? Si je prends ton cas, Céline, par exemple, bah toi, tu as plus d'expérience. Tu as une Oui, expérience, mais tu sais. oui, mais alors tu vois, alors, on peut jouer à ça. Regarde, ok, mon unfair advantage, hey, je suis copywriter depuis 2010, mais elle a été nourrie, tu vois là, tous les tâches, c'est que des bouquins sur le copywriting, bah, elle en a lu 10 fois plus. Elle a lu tous les blogs sur le copywriting, elle a digéré j'ai un pote dans la com, Créapills, CB News, Stratégie, la réclame dans ta pub, elle les connaît tous. Tu vois? Donc ça, c'est une question que je me pose vraiment. Ok, mon unfair advantage. Bon, mais en fait, mon unfair advantage, ce que je vois, c'est, hey, je parle, j'ai deux bras, je peux faire des sourires aux gens et aller les voir. Moi, peux ce faire que je... ça. Ouais, Pour moi, tu as aussi un autre avantage, c'est que tu as travaillé avec beaucoup de clients différents. Donc, si on dit Céline, tu vas faire du copywriting pour toi-même, tu vas être capable de proposer des cas réels oui, sur lesquels tu as travaillé, ce qu'une IA ne pourra jamais faire. Ou alors, elle va inventer des cas. Mais ça, c'est c'est assez très très vrai. facilement vérifiable. Ok, Donc, toi, tu peux avancer aussi des retours sur le travail que tu as déjà fait. c'est ça. Une IA ne pourra pas le faire. Et l'avantage aussi de donner des chiffres et de partager on va dire, des, Use a case, des expériences personnelles, même juste des expériences personnelles. Je veux bien dire, sûr. comme c'était le cas avec tel client ou comme en 2014 quand je travaillais avec un tel, le blocage c'était ça. L'avantage, c'est que plus tu as un contenu copyrighté, mais qui va être naturel alors quand je dis authentique, c'est au sens, comme les Anglais disent, genuine, c'est-à-dire Ouais, bien sûr. véritable, véridique et Qui a attribuable eu à toi. lieu, bien sûr. Ouais, ouais. Voilà, qui a eu lieu. Ça, on sait aujourd'hui que ce sont aussi des types de contenus qui sont favorisés par les IA elles-mêmes lorsqu'elles cherchent des résultats de recherche. Ouais, Donc, moi, je ferai ça. Et je suis d'accord avec toi, tu es capable de parler, tu es capable d'aller voir les gens, tu es capable de mettre des médias dans tes contenus aussi, des vidéos. Ce qu'une IA, finalement, elle va pas pouvoir faire ça, elle va pas pouvoir vraiment le faire. Ce que tu peux faire aussi, je pense, c'est au lieu de dire jamais j'utiliserai l'IA et de le diaboliser, c'est comment tu peux l'utiliser couplé à ton expérience et ton expertise. complètement. Honnêtement, moi, pour avoir fait le test, j'ai pas été. Alors, certaines sont meilleures que d'autres, mais j'ai pas été bluffée par tout ce que j'ai lu
que un ChatGPT ou un Claude pouvait produire. Ouais, Toi, tu es capable de contrôler ce qu'ils font. c'est ça. Ça, c'est hyper important. Toi, tu es capable de contrôler, dire ça c'est juste, ça c'est faux. Et ils sortent quand même beaucoup de conneries, hein, excuse-moi de te dire, mais des fois, ils te font des contresens de malade. T'as beau les briefer comme tu veux, ils te font des... C'est comme ton stagiaire, hein, il peut aussi te le faire à l'envers. Donc, il y a ça. Et pourquoi pas, là, ce sont des idées, on brainstorm parce que je trouve la question intéressante, mais évidemment, j'ai pas Bien sûr. la solution clé en main. Pourquoi pas te positionner comme quelqu'un qui va orchestrer le contenu produit par IA, c'est-à-dire planifier, organiser, faire en sorte que je crée tel contenu qui va répondre à tel contenu, la stratégie de contenu copyrightée même, Mais elle-même. c'est ça. C'est vraiment ça aujourd'hui. Ben, tu sais, alors, un des indicateurs qui montre que ta réflexion elle est plutôt pertinente, Favicon, le grand classement de tous les créateurs de contenu, Dans la laquelle je ne suis catégorie. pas. Arrête, évidemment, tu es Je dedans, m'en fiche, forcément. c'est pas grave. Oui, Toi, je oui. sais que Non, tu y es, d'ailleurs, bravo. eh, non, mais Je parle pas à n'importe qui je aujourd'hui. reprendrai ma couronne de numéro un en temps voulu. Là, je suis en vacances au moment où on enregistre. Donc, je m'accorde un peu de vacances loin du trône. Mais ce qui est important, c'est de se dire, ils ont classé directement, ma catégorie, c'est copywriting et content marketing. Tu vois, Oui, parce que juste le copywriting aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. C'est beaucoup plus large que ça. Je voulais me faire une bannière, tu sais, une nouvelle bannière sur LinkedIn pour la blague pour le 1er avril. Mon nouveau métier, c'est je corrige les conneries que l'IA vous écrit. Tu vois, bah ça oui. pourrait Mais être il y en a ça, beaucoup, hein. ma vraie valeur ajoutée. Ouais. T'as vu quoi que les pires hallucinations que tu aies vues, toi? Tu en as en tête, pour l'instant, des Ah bêtises que oui, oui, l'IA oui, t'a moi racontées? j'ai eu des hallucinations comme malgré un brief béton, ils utilisaient des mauvais arguments, Ok, des arguments qui allaient complètement à l'encontre de ce qui était dans le brief. Il n'avait pas compris l'offre, ok, alors qui était pourtant très simple. Alors là, les pires hallucinations, c'est les chiffres farfelus. Ils oui, bien t'inventent sûr, des chiffres. Ah, bien sûr. beaucoup, beaucoup. Et, après, et le problème aussi des IA, et je dirais plus encore de ChatGPT, c'est que quoi que tu lui dises, il te répond que tu as raison. Et moi, je pars du principe que si tu travailles avec quelqu'un qui, à tous les étages, te dit tu as raison, c'est pas la bonne personne. C'est ça. C'est ça. Je C'est sais pas la plus, bonne attends, j'avais personne. vu qui là-dessus? C'était Arthur. Cette année, au moment où on enregistre en 2025, je crois que Arthur avait débarqué sur LinkedIn pour une série de posts. Je ne sais pas s'il continue, mais il avait fait un post sur le sujet comme ça, genre, si tu es du genre à me dire oui du matin au soir, on n'est pas fait pour s'entendre Oui, parce que j'ai forcément des idées débiles et il faut que tu aies cette capacité d'analyse. Il y a des hallucinations qui sont folles, malgré les briefs, comme tu le dis. L'autre jour, je me souviens, je corrigeais un article dans le cadre des formations en copywriting. La dame, elle m'avait rendu un article sur euh, les 5 meilleurs livres sur les finances personnelles. OK, comment gérer ton argent. Les noms des gars avaient l'air à peu près vrais. Les noms des auteurs, ça avait l'air d'être vrai. Je vérifie quand même. Seul problème, nom de l'auteur vrai, nom du livre inventé. J'ai cherché ouais. pour les 5, il y en avait 2 juste, 3 hallucinations. Autre Et tout le exemple temps, de ce qu'il m'avait fait, c'était, je lui ai demandé une citation de Don Draper dans Mad Men, ok, personnage principal. Je veux une citation sur le copywriting de la part de Don Draper dans la série Mad Men. Ok, il me donne un truc. Attention, c'est dans quel épisode, s'il te plaît, pour vérifier? C'est dans la saison 1, épisode 3. Vu que j'aime bien quand même mener mon travail correctement, je suis allé mater l'épisode en entier, 52 minutes, tu vois. Jamais, jamais de 0000 jusqu'à 5200, jamais il ne prononce ça. Donc avec aplomb, il jamais. t'affirme encore des grandes Mais tout le bêtises. temps. Moi, pour moi, entrepreneurus, au début de chapitre, il y a toujours une citation. C'est le truc que je parle. Oui, oui. La Casse-tête, plupart, je les connaissais moi, et il y en a sur deux, trois chapitres, je séchais et j'ai demandé de l'aide de ChatGPT. bien Ben, sûr. en fait, il n'a jamais donné quelque chose qui était réaliste. J'ai dû tout chercher moi-même. Donc, il faut quand même être excessivement vigilant parce que ces IA sont entraînés pour nous faire plaisir. C'est Est-ce qu'on ça. construit un business solide avec des gens qui cherchent tout le temps, des gens ou des intelligences, on va dire, au sens large, qui cherchent toujours à nous faire plaisir et jamais à nous contrarier? Moi, j'y crois pas une seconde. Ouais. Ouais, non, non, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. On revient sur la notion de overnight success, c'est-à-dire le succès explosif, le succès rapide. Tu nous dis, pour toi, c'est un mythe, ça prend du temps. Avec ta sœur, vous avez pris du temps. Mais dans Homo Entrepreneurus, tu as aussi toute une partie où tu nous expliques que, wow, wow, wow,
attention, l'adaptation, le succès, ça va prendre du temps. Est-ce que tu peux développer un peu cette idée pour notre audience ici? Alors, peut-être c'est pas le moment, mais je pense qu'on peut quand même poser une pierre ici. C'est quoi le succès? Alors, on pourrait faire un épisode sur c'est quoi le succès, et notamment le succès explosif. Est-ce qu'il faut absolument un succès explosif pour être pérenne? Moi, le titre du livre, c'est faire prospérer son entreprise. Donc, c'est vraiment, il y a une notion de durée de l'entreprise. Par définition, une entreprise qui explose très vite a beaucoup plus de risques aussi de se cracher plus vite. Bien sûr. C'est une réalité. Donc, est-ce que de toute manière, un succès ultra rapide est souhaitable si on veut durer? Moi, j'en suis pas hyper convaincue. Je pense Ah, que mais la moi non croissance, c'est plus. très Moi, bien, je mais pose la question. l'hypercroissance, ça tue beaucoup d'entreprises. Donc, ceci étant posé, l'overnight success, c'est que c'est un miroir aux alouettes parce qu'aujourd'hui, avec l'exposition sur les réseaux sociaux, en fait, on voit émerger des gens très rapidement pour des raisons relativement algorithmiques. D'accord? Complètement. C'est des personnes qui ont compris comment on fait en sorte que comment on séduit l'algorithme, comment on écrit pour sa cible. Attention, je ne dis pas que ce sont des abrutis qui n'ont pas compris et qui savent que s'adresser. Il y a une cible derrière. Bien Et il sûr. y a des gens qui ont compris, et ils savent très bien utiliser les mots. Mais ça ne reflète, cet overnight success ne reflète pas forcément, un, le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc on a l'impression qu'il y a un overnight success parce qu'ils sont très visibles, mais en fait, montrez-moi les comptes en banque. Peut-être qu'il y en a qui sont très remplis, peut-être qu'il y en a qui sont pas si remplis que ça. En tout cas, je connais plein de boîtes qui ont des comptes en blanc très, très remplis et qui n'ont pas cette image d'overnight success. Complètement. Mais ça, on va dire, c'est le miroir un peu déformant. Et la réalité, c'est que plus tu cumules d'expérience, plus tu augmentes tes chances de survie aussi. Donc, en fait, la notion de durée et de succès, elle se construit jour après jour et pas sur quelque chose qui va être très rapide d'un coup et puis qui peut s'écraser le lendemain. Bien sûr. Euh, Et alors, j'aime pas trop ce mot, mais j'en ai quand même fait un chapitre dans le livre, la notion de résilience. OK. C'est la capacité à se remettre des chocs. Et même, bon, on parle aussi d'antifragilité, c'est la capacité aussi à absorber les chocs pour. Et ça, si tu connais qu'une phase très très haute, et que tu connais à aucun moment des phases d'échec, même des mises d'échec, ben, ça peut être très perturbant et très risqué aussi pour la pérennité de ton entreprise. Ouais, bien sûr. Non, mais Donc, je dis pas que tu dois accueillir bras ouverts toutes les merdes qui t'arrivent, parce que je suis d'accord que quand tu es entrepreneur, c'est bien relou quand tu as des merdes. Mais si tu prends un peu de recul, ça peut être aussi un moyen d'augmenter tes chances de survie par ailleurs. complètement. Complètement d'accord. Chance de survie, groupe, les copains autour de nous. Tu fais une partie sur le clan, tu fais une partie, il y a un petit encadré à un moment sur le fika, cette tradition merveilleuse des Suédois. Moi, à chaque fois, ça me fait marrer parce que pour moi, fika, c'est le feka, c'est le café à l'envers. Tu vois, bon, on s'en fout. C'est drôle. Comment tu fais quand tu es tout seul? Là, on est des copywriters ou des solopreneurs, des freelances. On est chez nous tout seul et c'est une des douleurs. C'est une des douleurs pour les C'est gens une qui douleur. travaillent seuls. Comment on essaie d'adapter cette stratégie de Sapiens à notre vie au quotidien? Tu préconiserais quoi, toi? Déjà, je vais expliquer rapide ce que c'est la fika. La fika, c'est des pauses café goûter que font les Suédois le matin et l'après-midi, où ils se réunissent, notamment dans l'entreprise. C'est considéré pris sur le temps de travail et c'est tout à fait accepté chez eux parce qu'ils estiment que ces temps de conversation et de communication informelle sont des temps pour tisser du lien humain, que tu ne feras donc pas avec une IA d'ailleurs, et C'est qui sont sûr. excessivement propices à la créativité, ce qui est vrai d'ailleurs, c'est prouvé. Les moments off où tu discutes avec d'autres personnes de l'entreprise, favorise les échanges d'idées, les résolutions de problèmes, la pacification des relations. Bref, ça a plein, plein de vertus. Et notamment pour créer de la créativité. Tu t'adresses ici à une personne, moi, je vais te dire déjà qu'elle est geek et qu'elle s'intéresse à des ossements. Je ne suis pas la personne avec les plus grandes compétences sociales qui existent sur cette planète. Je suis quelqu'un de plutôt solitaire. Donc, pour moi, c'est un exercice qui peut être difficile. Donc, je rejoins la communauté des personnes qui sont seules. Pourtant, moi, je travaille avec ma sœur. Donc, il n'y a pas de souci. Je parle tous les jours avec plein de gens. Mais faire ce travail d'aller rejoindre d'autres personnes, c'est pas évident. Donc, je vais dire quand même comment on fait si on n'est pas dans une énorme boîte. Euh,
Il y a moyen de rejoindre des groupes WhatsApp. Moi, je fais partie de plusieurs groupes WhatsApp. Alors, je ne les vois pas forcément en physique, mais par contre, j'ai beaucoup d'interactions et d'échanges d'idées et ça fait sortir. J'ai pas de problème de solitude, honnêtement, moi, parce que je suis Ouais, ouais, ouais. entourée, voilà. Mais je me mets à la place des personnes. Donc, moi, je dirais déjà rejoindre des groupes WhatsApp, aller travailler peut-être dans des coworking, parce que je sais qu'il y a énormément d'échanges d'idées et de moments. Et il faut bien choisir, je pense, son coworking, parce qu'il y en a qui organisent beaucoup plus d'événements sociaux que d'autres. Je sais que moi, je pense à un qui est pas très loin de chez moi. Et ils appellent pas ça la FICA, mais ils font des FICA Ok, tous les jours. ok. Ils organisent des événements. Et puis aller dans les événements présentiels. Ouais. Parce que aujourd'hui, les gens font une overdose de la visio, des IA et de tout ça, et ils ont envie de parler à des vraies personnes qui ont des idées, qui savent dire non et ne pas être d'accord d'ailleurs. Et ça, je trouve qu'en 2025, on assiste vraiment à un boom de la demande d'événements en Événement présentiel et physique. d'interaction, d'événements Ah physiques ouais, et je pense qu'on d'interaction est physique. vraiment encore dans le. Tu as raison là-dessus, sur le contre-coup du Covid. Je pense, hein, vraiment. Et pas que dans Ça et notre le fait de domaine. parler à des robots aussi. Ouais, Les gens, ouais, ouais. ça les saoule au bout d'un moment. Les services après-vente, Orange, BNP Paribas, tout là, là, Oui, là, là, là. truc de NG et compagnie, Tous les voilà. chatbots horribles. Voilà, on explique un peu nos vies du quotidien. Moi, NJ, je leur parle peu, j'avoue, mais beaucoup plus BNP et Orange. Je me suis fait voler mon téléphone. Imagine, 15 ans à Paris, et jamais je me suis fait braquer mon téléphone. L'autre jour, je suis sur le quai du métro, mais attention, dégaine de vieux touristes, gros sac à dos. Je marchais à 2 à l'heure avec ma fille dans la main, téléphone dans la poche arrière, finito. Oh, merde. Terminé. Ouais, ouais. 15 ans de Paris, jamais un problème. Je Ouais. reviens en tourisme, je me fais braquer. C'est le jeu. Donc, ouais, non, non, ras-le-bol des robots, je suis bien d'accord avec toi. Et j'ai quand même fait, j'ai demandé à ChatGPT deux petites questions, tu vois. Tout ça, c'était moi-même dans ma tête. Maintenant, je lui ai demandé, OK, voilà tout ce que j'ai écrit comme question pour Sandy. Qu'est-ce que tu ajouterais, toi, pour son livre Homo Entrepreneurus? Il me dit, tu insistes sur l'importance de l'expérimentation dans l'entrepreneuriat. Est-ce que toi, tu as déjà testé différents types de contenus ou d'approches marketing, emailing, script de vente, page de capture? Est-ce que, peu importe, dans ton expérience, tu as des fails à partager, des fails qui t'ont permis de progresser? Alors, Ou j'ai alors, un un, énorme fail à mon ouais, actif, mais c'était pas ma faute. Un YouTube Live, alors à l'époque, ça s'appelait Google, truc Hangout, ça s'appelait ouais, encore. bien sûr. Donc, c'était 2015-2016. Et la bande passante n'a pas tenu et ça s'est crash. Et j'ai eu plein de bad buzz, plein de gens hyper pas contents qui ont. Et j'ai mis 6 ans à refaire Un un live. webinaire derrière, tellement je l'avais mauvaise. Alors, est-ce que ça m'a appris quelque chose? Ça m'a appris que la technique, voilà, la technique peut Ouais, te lâcher. Sinon, en termes de format, je dirais qu'une erreur qu'on a faite, oui, voilà. Ça, c'est une expérience. On va pas parler ok. d'échec, on va dire une expérience. Au début de My Marketing Podcast, on s'est dit, bon, ça va, on a un peu du backlog, on va réutiliser des vidéos YouTube, on va les repackager. Vas-y. Assez la stratégie, j'appelle ça à la vas-y que je te pousse. C'est que tu veux le faire. Moi, enfin, Laurie et moi, on est pareil. Quand on a décidé quelque chose, on n'attend pas que ce soit parfait pour commencer. Mais Donc ça, bien c'est sûr, plutôt un gros avantage. Mais du coup, c'est pas hyper parfait au début du tout. Et donc, tu testes. Ça marche pas très bien. Honnêtement, te dire que tu prends un vieux truc, que tu le repackages, si c'est vieux, voilà. Et puis, il faut se dire que ce qui me cartonnait peut-être en 2015, cartonnait pas forcément en 2020. Donc, on s'est dit, ça marche pas trop. Une erreur aussi qu'on a faite, c'est qu'au début de My Marketing Podcast, on livrait le contenu brut. C'est-à-dire qu'on mettait pas d'intro, on mettait pas de jingle, on mettait pas d'identité sur notre podcast. ouais, bien sûr, ouais, du marketing, quoi, Grosse du erreur. branding. Mhm. Grosse erreur. Alors, on se disait que c'était mieux pour l'expérience parce que les gens allaient directement à l'essentiel, ce qui est probablement vrai au niveau de l'expérience d'écoute. Le problème, c'est que les gens ne retiennent pas qui tu es. Ils Bien savent pas sûr. qui tu es. En fait, Ah, c'est ça, donc, c'est, j'ai erreur vu ça aussi. sur le web. Exactement. Donc ça, c'est une erreur qu'on a faite et aussi une erreur de fréquence. C'est que au début, on n'avait pas une fréquence, une récurrence Bien sûr. suffisante. Ce qui n'est pas très grave sur YouTube. YouTube te condamne pas trop pour ça. Ah En si, revanche, quand sur les... même, quand même, Ah tu oui, sais, moi pour pratiquer beaucoup le YouTube depuis 2011, je pense que les premières vidéos, elles doivent être en 2011. Là, je le vois, là, tu vois, là, on est en train de relancer. Il faut le tenir, le rythme, parce que quand tu t'arrêtes,
laisse tomber. Il te le dit. Il te dit non, non, bah non, bah, je te donnerai que 200 vues. Ça On va se t'apprendra. faire voir. Tu peux, ouais, mais tu peux monter à 600, tu peux monter à 6 000, bah, je vais t'en donner 200, juste pour que tu respectes un Ouais. peu. Ah, laisse tomber, non, non. Ouais, La mes plateformes de régularité, podcast sont vraiment très, très méchantes avec ça. Il faut vraiment ouais, une régularité. Et au début, c'était pas parfait. Et le fait, bon, là, ça fait déjà, je dirais, ouais, ça fait 2 bonnes années qu'on est extrêmement régulière avec 2 épisodes par semaine. ok, Et du coup, bon, il y a plus de problème là-dessus, mais il faut comprendre que parfois, c'est pas juste la question du format, c'est aussi la question de la fréquence, c'est aussi la question de la durée. Et donc, oui, ouais, bien sûr. on a eu des fails, du moins au début, ça marchait pas comme ça aurait dû marcher. Et la conséquence de ça, c'est que je suis assez convaincue que si on avait été plus sérieuse au début, on en serait encore plus loin aujourd'hui. Après, tu peux pas refaire, on est déjà loin, c'est très bien, Bien sûr. voilà. Mais si ça peut servir à d'autres, en tout cas, je pense que la manière dont on s'est lancé à 5 ans, tu peux plus le faire aujourd'hui, ça c'est sûr. Ouais. Ouais, ouais. Sinon, ne le fais pas. Ok, ok. Deuxième question, et après on passera à la partie du livre, qu'on parle un peu du business du livre. Alors, cette question, et c'est typique de ça ne veut rien dire par ChatGPT, écoute bien. Si un freelance débutant voulait s'inspirer de ton approche paléo-stratégique pour structurer son activité, par quoi devrait-il commencer? Moi, je commencerai par mon réseau, Ouais. mon clan, Hmm. m'appuyer sur des gens pour qu'ils puissent m'apporter ou acheter chez moi ou m'apporter des clients. Clarifier très vite mon offre et mon positionnement pour me différencier très très vite des autres, quitte à en changer plusieurs fois, parce que si c'est pas le bon, c'est pas grave. On Ouais, peut bien sûr. s'adapter, voilà. On peut switcher si ça va pas. Et j'irai à la chasse. Je commencerai à occuper mon terrain, mon territoire en communiquant. Nickel. Ça me paraît très très clair tout ça et vous le retrouverez parce que c'est vraiment très bien fait. Alors, ce que j'ai aimé moi, perso, dans le livre, à part la dédicace, trop gentil, merci, c'est mais que les chapitres, ils sont courts. C'est que ça se lit vite. Moi, je n'arrive plus aujourd'hui. Je ne sais pas pour toi. Je suis âgé du siècle dernier. Aujourd'hui, je continue de lire des livres, mais il faut que ce soit découpé les chapitres parce que si j'ai des gros chapitres de 20 pages, ça devient compliqué pour moi. Je me rends compte de ça, j'en discute avec des potes et notre attention, elle régresse. Diluer, il Ah régresse. ouais, non, non, c'est vraiment, vraiment dramatique. Je sais pas si tu le ressens, ça. Bon, première Alors moi, je question. le ressens, ouais. Tu le ressens aussi? Je le ressens, mais avant d'écrire mon entrepreneuriat, j'ai fait une étude de marché. J'ai interrogé plein de lecteurs potentiels qui m'avaient fait ce retour sur surtout pas des gros chapitres parce que Ouais, j'arrive pas à rester concentrée. c'est fou, ça, une étude de marché sur le livre, Ouais, je j'adore. l'ai fait. Mais tu sais, on va parler de ça. Est-ce que c'est un vrai intérêt? Ou est-ce que c'est simplement une opportunité business? Parce que quand même, on a eu un succès de librairie de fou avec Sapiens. J'ai vu celui-ci aussi, 300 000 ans d'expérience J'ai pas encore client. lu. Et toi, tadam, encore un truc à base de Sapiens. Vraie passion? Tu sentais que le marché était là? Pas du tout. Alors moi, pas du tout. Alors, vraie passion, oui, mais le marché qui était là, pas du tout. C'est-à-dire que moi, la première fois que j'ai parlé de cette passion, on m'a regardé avec des yeux ronds. À chaque fois, on me disait que c'était très bizarre. Voilà. C'était plus, je le voyais surtout comme un risque au départ, plus que comme une opportunité. Mais en travaillant le sujet et les axes, quand j'ai fait mon coming out sur LinkedIn, d'ailleurs, il y a eu un vrai intérêt. Il y a eu Ok. un vrai intérêt. Et pourquoi? Parce que c'est pas un livre scientifique aussi. Il y Ouais. a de la science, mais c'est pas un livre scientifique à la base, parce que je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de lire des livres sur le sujet. Je peux témoigner, c'est excessivement rébarbatif. Moi, je me les braque en anglais en plus, parce que la plupart ne sont pas encore traduits. Donc, je peux comprendre que si t'as pas si tu t'en fous de ça, et ne va pas le lire. Mais Sapiens, déjà, il est daté, hein. Enfin, Sapiens de Harari, c'est Ah, un bien pur sûr. livre c'est entre la philosophie et l'histoire d'ailleurs. Euh, qui est très bien. Bon, après, Harari, sur ses nouvelles positions et la suite, je suis plus partagée. C'est pour ça que c'est un auteur que je cite, mais c'est pas forcément un auteur que je soutiens sur tout, du tout. Mhm. Et après, je crois qu'aujourd'hui, avec toutes les sciences cognitives et les découvertes qu'on fait, ben, se revenir à l'essentiel de comment fonctionne un être humain pour savoir comment mieux lui vendre, vendre ou lui parler, hein, c'est intéressant. Enfin, moi, j'adore. Ouais. Mais c'est super intéressant. Mais je ne l'ai pas fait par opportunité de se dire les gens s'intéressent à Sapiens. Alors moi en plus je parle pas mal de Néandertal en plus dans mon livre, ce qui est pas du tout quelque chose qui est fait.
En Ouais. général, je suis même obligée d'expliquer qui est Néandertal. Donc, C'est l'autre, celui d'avant, là. Enfin, ah, celui c'est pas d'avant, d'avant du en et même temps, en même pardon. temps. Celui du en même temps. Pardon, pardon, pardon. Pourquoi t'écris un livre? Qu'est-ce qui te pousse à faire ça alors que Ah, tu c'est une as bonne une question. agence, vous avez un business, tu as déjà une vie bien chargée? Pourquoi tu écris un livre? Parce que moi, déjà, en lisant, ayant beaucoup de lectures, donc scientifiques pour le coup, je voyais beaucoup de parallèles avec l'entrepreneuriat, donc je prenais pas mal de notes. Ok, Donc, de toute façon, les idées, je les avais. oui, Après, stratégiquement, puisqu'on est quand même là pour parler de ça et de parler de business, il y avait plusieurs intérêts. Le premier, c'était aujourd'hui, je suis déjà créatrice de contenu en parallèle de mon agence et ce contenu sert mon agence. Clairement, s'il n'y a pas d'intérêt business, je peux pas te dire que je le ferai. oui, Voilà. Donc, il y a un intérêt. Il y a un intérêt en termes de notoriété, il y a un intérêt en termes de crédibilité et il y a un intérêt en termes d'autorité. bien sûr. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de concurrence. On va parler, hein, on va se dire les choses, hein. Il y a de plus en plus de C'est le but du jeu, concurrence. sinon moi je raccroche. Sinon j'écoute plus. Euh, Créer du contenu, je le disais tout à l'heure, c'est de plus en plus facile comparé à avant. Et donc, sur certains formats, tout le monde, je dis pas que tout le monde peut aller sur LinkedIn, mais au final, c'est pas très compliqué. Bien Le sûr. Bah podcast, si, c'est on déjà peut le dire un dire. peu plus de barrières. Ouais, il y a un peu plus de barrières à l'entrée. C'est déjà des Bien formats sûr. longs. Mais l'avantage du livre, c'est qu'en termes d'autorité, ça te positionne encore au-dessus. Déjà, c'est un format qui est long. Tu peux dire beaucoup plus de choses dans un livre. C'est un contenu qui est beaucoup plus durable. Un post LinkedIn, c'est, allez, 2, 3 jours. Un podcast, c'est quelques mois. C'est déjà beaucoup plus. Ok. C'est déjà beaucoup plus. Mais on va dire, si tu vas sur Instagram, c'est quelques jours. Il n'y a pas de notion de durée et de lien. L'avantage du livre aussi, c'est que c'est un objet physique. Et mine de rien, eh ben, le fait de tenir quelque chose à la main rend plus concret. Ah C'est une mais expérience complètement. différente. C'est un lien Complètement. différent. Le podcast, tu entends la personne, tu la connais. C'est ça. Voilà, tu écris. Alors, Prendre- moi, j'écris pas dans les livres, Ah, c'est moi très je rare. gribouille, Je mets j'avoue. des petites étiquettes. Non, mais Ouais. ça, c'est chacun fait comme il veut. Mais donc, il y a un côté émotionnel encore différent, puisque tu as le côté tactile. Tu peux tenir un livre. Et je, j'ai vu dans le livre un moyen d'expression différents. Je veux dire, personne m'attendait sur ce sujet-là, vraiment Ah, pas. Alors, sur tout ce qui est marketing, positionnement, stratégie, on me t'aurais pu connaît, on me quoi. connaît. Sur cet angle-là, non, mais c'est du coup ce qui m'a donné envie parce que écrire un énième livre marketing qui existait déjà et qui était déjà très bien fait, ça m'intéressait pas. Donc il y avait aussi une question de personal branding, Ouais, clairement. bien sûr. Tu vises qui avec ce livre? Il est écrit avec qui Euh, en tête? il est écrit avec pour des dirigeants et des décideurs, que ce soit sur des gens indépendants ou des personnes qui sont dans des PME et des grands groupes. Honnêtement, il est lu par toutes les personnes, enfin, les gens qui m'écrivent ou qui laissent des avis sur Amazon et que je sais qui ont acheté les livres parce qu'on ne connaît pas tous les gens qui l'achètent, Bien sûr. ce sont des personnes qui sont amenées à prendre des décisions dans leur entreprise, que ce soit des entreprises de une personne ou des entreprises de plusieurs personnes. Donc, faut avoir, c'est ce qui les intéresse le plus. Après, de manière plus anecdotique, il peut y avoir des personnes qui n'ont pas cette casquette-là, mais c'est pas pour eux que c'est écrit en priorité. Donc, ça D'accord. peut être des collaborateurs, des salariés, des indépendants ou des dirigeants, mais ce sont des personnes qui se posent tous les jours ces questions de comment je vais faire évoluer, m'adapter, m'adapter à l'incertitude et au changement. Tu as hésité longtemps avant de l'écrire. Déjà, est-ce que tu as hésité? Et si oui, est-ce que tu as hésité longtemps avant de le proposer aux éditeurs? Oui, non, alors j'ai pas hésité à l'écrire. J'étais en voyage quand j'ai eu l'idée. Quand je suis rentrée, j'ai commencé à me poser dessus et à travailler sur la structure. Et donc je suis partie à partir du mois de janvier, j'ai dit ok, je l'écris. Par contre, au début, j'ai pas eu, mais ça peut paraître dingue, mais à pas un seul instant, je pensais le faire éditer. Je pensais que ça n'intéresserait absolument personne. Et puis un jour, Anne Bezon, qui m'a accompagnée pour la structuration du livre, on va dire toute la partie positionnement et pitch aussi, elle m'a dit, Sandy, tu sais, je pense que ton livre, il a sa place dans des maisons d'édition, dans une maison d'édition. Je dis, tu crois? Mais Ouais, non. Et en fait, j'en ai démarché deux, un peu comme ça, au culot. ok. Et les deux m'ont fait une proposition. Ah, génial. Et j'ai choisi Erol. Canon, notre cher éditeur que nous saluons. Notre- Combien de temps? Combien de temps d'écriture? Là, je veux tout savoir. Les routines d'écriture, t'es du matin, t'es du soir, tu fais de la pause, tu coupes le travail pendant toute une semaine pour bosser sur le bouquin, ou c'est un peu tous les jours. Non. Comment tu as écrit, toi?
j'ai commencé au mois de janvier, j'ai terminé au mois de septembre. Ça n'a pas du tout été linéaire. J'ai commencé quand je pouvais, alors quand même plusieurs fois par semaine. Il s'est quand même des fois passé une semaine sans que j'écrive. Ok, J'écris le soir. ok. Je Quand suis plus les tard. Pas enfants la sont nuit, attention, parce couchés. que quand les enfants sont couchés, quand j'ai fait mon job, parce que mine de rien, ben, j'ai un job et une agence à faire tourner, donc ça restait quand même prioritaire. C'est pas du tout sexy, mais c'est quand même la vraie vie. C'est-à-dire que la famille et le business restaient prioritaires. Et j'ai écrit je dirais peut-être 30% du livre avant juillet, et après je me suis dit, ouh là là, quand même, je me suis engagée à le rendre en août, ce manuscrit, il va Ouais, falloir que je m'active un petit peu. Et du coup, entre juillet et août, et j'ai eu un mois de retard. Enfin, j'ai demandé un mois supplémentaire et je m'y suis tenue. J'ai écrit en revanche 6 jours sur 7, au moins 2 heures par jour. Et parfois, voilà, je me suis enfermée des dimanches à écrire. Donc là, ça a été beaucoup plus intensif. Mais pourquoi? C'est parce qu'en fait, arrivé en août, j'avais quasiment terminé, mais je me suis rendu compte que les premiers chapitres étaient pas du tout dans le même style. Moi, c'est mon premier livre. Donc, j'avais pas l'habitude. J'ai appris, en fait, oui, le bien travail sûr. d'écriture. Et quand j'ai relu les premiers trucs, je fais, oh, mais c'est dégueulasse! C'est pas possible que je rende un truc pareil. Donc, j'ai demandé à l'époque à Chloé Shields, qui était encore chez Erol, j'ai dit, Chloé, est-ce que je peux avoir 3 semaines supplémentaires pour réécrire parce que ça va pas? Et elle m'a dit, pas de problème. Très cool. Et c'est comme ça que j'ai pu livrer un manuscrit qui était homogène. C'est Et ça. j'ai eu de la chance, ils ont rien changé. Ah non. Ok, donc phase de réécriture, relecture relativement simple. Nickel. Ah, Très ça, c'est simple. vraiment, vraiment, vraiment bien. ChatGPT pour écrire un peu? Oui, non, un peu. Tu nous as parlé des Oui, citations tout à l'heure, citations de début de oui. Alors, chapitre, où il hallucine. j'ai utilisé ChatGPT pour m'aider à écrire, mais pas pour écrire. C'est-à-dire que, par exemple, j'allais lui demander de restructurer une phrase, de m'aider à trouver des synonymes, parce que parfois je tournais un peu en rond sur les Bien mêmes sûr. mots, de rephraser pour simplifier. Et aussi, j'ai Ouais, fait un truc, c'est que comme j'avais fait beaucoup d'entretiens, enfin, bêta lecteur possible, du bien moins de ma sûr. cible, je lui proposais des passages et dit, est-ce que des personnes avec ce profil, donc qui n'y comprennent rien, ça c'est pas la paléoanthropologie et sapiens, ils y connaissent rien, est-ce qu'ils sont capables de comprendre? Et donc en fait, à 11h30 du soir, quand t'as pas quelqu'un sous la main pour lui dire est-ce que tu comprends, C'est là ça. j'utilisais, il pouvait me dire bah ça c'est peut-être un peu flou pour ce profil, et il m'a aidé là-dessus. Donc clarifier des passages, trouver des exemples parfois, Oui, j'ai pu bien sûr. lui demander pour faire des définitions. Ok. Donc oui, j'ai beaucoup plus utilisé Perplexity par contre. Ok, ouais. En Ton termes outil d'IA, plutôt j'ai beaucoup, Perplexity. Ok. ouais, pour les recherches. J'ai beaucoup de recherches dans mon livre et Perplexity m'a énormément aidé pour les recherches. Forcément. On rentre dans le cœur du copywriting, le titre, ce qui nous intéresse. Le titre, c'est quoi l'histoire du titre? Comment tu Mais débarques avec cette idée? Comment tu débarques avec cette idée de un titre plus la promesse juste en dessous? Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Ça, moi, c'est toujours ce qui me fascine dans les livres entre ce qu'on appelle toujours le titre du projet. Tu vois, vraiment, quand ok, ça s'appelle comme ça, c'est à l'état de projet et le titre final. Est-ce que tu as eu des modifs? Est-ce que tu peux nous raconter des choses ouais, là-dessus? il y a une grosse histoire d'ailleurs autour du titre. C'est que moi, assez vite, quand j'ai proposé le projet à Erol, ça s'appelait Homo Entrepreneurus ou Homo Entrepreneur, je sais plus. Enfin, Ok, c'était pas très loin quand même. ouais, Et ça leur convenait très bien. ok, Alors, eux, je crois qu'ils voulaient un autre. Je crois qu'ils voulaient autre entrepreneur à la ok, base. Et moi, finalement, en faisant des recherches et en faisant tester, je trouve que ça faisait trop Terminator. ouais, J'ai, donc moi, j'ai même fait des enquêtes sur Tally pour ok, tester le bien sûr, titre, ouais, petit pour formulaire. tester la promesse, machin. J'ai pas f- et je l'ai fait. Ça peut paraître fou, mais je l'ai fait même si en fait j'étais assez sûre de moi sur le titre que je voulais donner. Ouais, Mais je voulais impliquer les gens et puis avoir du feedback. Et en fait, ce qui s'est passé, c'était en juillet 2024, du coup. hmm, J'ai fait ça, puis je voulais tester la baseline, la promesse. Et ce qui s'est passé, c'est qu'alors que moi, j'étais partie sur mon entrepreneurus et que globalement, Erol était pas forcément entrepreneurus, mais je savais que je ferais passer ce que je voulais. En faisant ce test, ce tally, où j'ai eu plus de 100 réponses, j'ai eu énormément de personnes qui m'ont dit, anonymes, qu'il fallait pas utiliser le mot homo, parce que à cause de l'homosexualité. Et j'ai même une personne de confiance, vraiment quelqu'un qui m'a ok, écrit en message privé sur LinkedIn, et je sais qu'elle faisait ça dans mon intérêt ah complet, ouais, en me disant, Sandy, j'ai fait des études dans ce domaine-là, je peux t'assurer qu'aucun homme ne lira ton livre, hein.
que beaucoup d'hommes refuseront de lire ton livre en public parce qu'il aurait écrit homo. Moi, je me souviens d'étudiants qui cachaient les couvertures. Bah, je sais pas si c'était sur Homo néandertalis, quoi, parce qu'ils voulaient pas Ok. qu'il ait écrit ça en public. Et là, tout s'effondre. Sincèrement, j'étais défaite. Moi, tu vois, c'est un peu comme quand tu as un prénom pour ton gamin et que quelqu'un te le défonce. C'est ça. Adolphe. Non. Et donc, j'en parle à mon éditrice à l'époque. Je dis, mais Chloé, je suis défaite parce que je m'attendais pas du tout à ça. Mais c'était pas un qui me disait ça, c'était plusieurs qui disaient, moi, j'aime pas homo, faut changer. Pourquoi tu mets homo? Et ça les dérangeait. Mais parce que, en Et fait, il fallait leur dire parce que gay entrepreneur russe, ça marche moins bien. oui, et en plus, moi, je comprenais pas parce que mes lectures, c'est clairement, il y a du mot homo partout, quoi. Et en fait, j'ai compris pourquoi Harry n'a écrit que Sapiens sur sa Ouais, couverture. C'est pas Homo sapiens, c'est bien sûr. Sapiens. Donc, il y a clairement, je peux pas imaginer que ce soit un hasard. D'accord. Et donc, au début, je me dis, bon, bah, est-ce que je change? Alors, je commençais à chercher. Et en fait, je me suis dit, bah, tant pis, je le garde, j'assume. Peut-être que certaines personnes refuseront de le lire parce qu'il y a écrit homo sur la couverture, mais finalement, est-ce que de toute façon, je veux que ces personnes-là lisent mon livre si c'est un tel problème pour elles? Et donc, il s'appelle Homo Entrepreneurus, même si ça ne plaît pas. Mais Entrepreneurus, ça veut rien dire. Je suis Même si ça ne d'accord. plaît pas à certaines personnes, finalement, est-ce qu'on ne dit pas que dans le marketing, c'est aussi être clivant et assumer ses convictions? Je crois que voilà, j'ai décidé que... Et j'en ai fait un post, je me souviens, sur LinkedIn pour dire, bah, merde à ceux que ça ne plaira pas, ils le liront pas, c'est pas grave, je peux m'en passer. Canon. Ça, c'est le titre. OK. La couve, ce orange. C'est beau le orange. On est dans une image où il y a plein de orange. Très, très bien. Comment tu arrives à ce dessin de un homme, on imagine une silhouette d'homme avec une ombre projetée de Sapiens avec sa lance et sa petite hachette. Oui, bah c'est en fait, j'avais ça en tête, c'est une image que j'avais en tête et que j'ai fait recréer. C'est des images, globalement, c'est des images de stock, hein, c'est pas un designer, mais c'est un assemblage et j'ai été excessivement directive sur la couverture. Ouais. La couverture est une expérience assez douloureuse. Pour le coup, sur le titre, sur la relecture, Mm, aucun problème. La couverture a été une épreuve, aussi bien pour moi que pour les éditions Erol. Et je vais être hyper transparente. Je pense qu'ils ont l'habitude. Je suis pas la plus casse-pied, je pense. Mais j'avais énormément d'exigences venant de l'univers du marketing. Et voilà, c'était quelque chose, je sais que c'est hyper important, la couverture. J'ai absolument pas lâché l'affaire. Je dis pas que ça a été facile. Je dis pas qu'il n'y a pas eu des appels téléphoniques mouvementés, mais on est arrivé à un résultat qui convenait à tout le monde. ouais. C'est l'essentiel. Je veux Ouais, pas bien sûr. survendre l'expérience parce que, tu vois, tout à l'heure, on disait que ChatGPT, le problème, c'est qu'il est toujours d'accord avec toi. Ben, la vraie expérience aussi d'un livre, c'est qu'on n'a pas toujours en face et à côté des gens qui sont d'accord avec nous ou avec qui on est d'accord. C'est aussi la réalité, quoi. Ouais, c'est ça, hein. Mais c'est ce que tu dis aussi à la fin dans tes remerciements quand tu dis ce livre, je l'ai écrit, mais en fait, il y a plein de gens qui sont impliqués là-dedans Énormément de gens. aussi. Il y a vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui nous portent du début jusqu'à la fin et notamment jusqu'à la promotion. Qu'est-ce que tu as mis en place, toi? Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu des petits tips que tu as utilisés pour ton lancement, pour la promotion? Comment on fait pour vendre un livre en 2025, 2026 et plus loin? Alors, je me souviens que déjà, à l'époque, on se connaissait un petit peu. J'étais venue te voir. Bah, on s'est rencontrés. J'étais Bien sûr. au lancement de ton propre livre. Donc déjà, j'avais un peu espionné ce que faisaient les autres. Première étape, regardez les gens que vous trouvez qui s'y prennent bien ou qui ont l'air de bien s'y prendre. Notez tout ce qu'ils font et mettez les idées de côté. En plus, et notamment des personnes qui sont plus expérimentées. Moi, j'avais zéro expérience, donc il fallait que je m'appuie sur ce que faisaient les autres. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé mes propres médias. Donc, l'avantage, quand tu as déjà mis ça en place, que tu as un podcast, une newsletter et que tu es présent sur LinkedIn, c'est que tu as déjà une plateforme de Bien promotion. sûr, C'est pour ça que mon conseil aujourd'hui, alors peut-être d'autres diront l'inverse, c'est que si c'est pas déjà fait, pendant l'écriture de ton livre en tout cas, développe des médias et des prises de parole pour commencer à réunir du monde parce que ce seront les premiers acheteurs. Et bien clairement, sûr. ça a été le cas. Ça a été le cas. Donc j'ai fait un pré-lancement, OK. pas tellement avant, moi je dirais peut-être un mois avant, mais Donc c'était quand la tu période de dis Noël, donc je pouvais pas. ouais, quand tu dis un pré-lancement, on parle bien d'une offre de pré-lancement. C'est la précommande, tu sais, c'est quand Ouais, ouais, bien sûr, il est bien sûr. pas.
Bah, il était au même prix que. Bien sûr. Voilà, c'est juste que tu peux le précommander et le jour de sa sortie, il est chez toi. Moi, il y a même quelqu'un qui l'a reçu le jour avant la sortie. Je sais Merveilleux. pas comment c'est possible. J'étais à what? Donc j'ai annoncé les précommandes ouvertes. J'ai fait des vidéos avant pour expliquer un petit peu, dont d'ailleurs, qui est derrière moi, je sais pas si tu te souviens, il y avait une vidéo où j'ai fait une fausse couverture sur ton livre et à la fin, j'ai fait le reveal où il y a ton livre. Ça, cette vidéo a super bien marché d'ailleurs. J'ai fait Remember des ça, posts oui. LinkedIn. J'ai fait Ok. des posts LinkedIn, j'ai fait un podcast sur mon propre podcast et après, honnêtement, j'ai démarché des podcasts aussi. Donc, j'ai eu plein d'invitations spontanées, Ouais. mais l'erreur, c'est de penser que les gens vont spontanément te proposer de venir en parler. Non, Non, allez taper à la porte, faites des appels à bien sûr. podcast, dites je sors un livre, je peux parler de ça, ça, ça et ça. Et en fait, voilà, si ça les intéresse, ils t'invitent. Si ça les intéresse pas, c'est pas grave, faut pas le prendre personnellement. Mais ça, c'est pas rare que les gens nous disent, OK, tu peux venir. L'idée, c'est pas de faire l'autopromo du début à la fin, c'est d'apporter un vrai contenu Bien sûr. et ce qui donne prétexte à s'intéresser au livre. Et principalement, ça a été ça. Et aujourd'hui, 6 mois plus tard, parce que là, je te parle de la phase de lancement, c'est relativement intense. Bien sûr. Ça, c'est un truc que moi, je- toi, tu as l'expérience, tu le savais, mais moi, j'avais pas perçu à quel point un lancement d'un livre était très chronophage, était très intense et était très fatigant, C'est plus que l'écriture. super. Ah ouais, mais c'est super fatigant. C'est parce qu'en fait, le truc ne quitte pas ta tête. Il est là, tu veux vendre, tu dois vendre. Tu as le stress enfin le stress, si tu as envie de te mettre le stress, hein, mais tu as les courbes des ventes sur Amazon. Désormais, on a un outil. Tu l'as vu, Phileas? Je te l'ai envoyé ou pas? Je ne sais plus. Il y a un outil qui nous permet de traquer les ventes semaine après semaine. On n'a plus besoin de Non, demander à je l'ai notre pas cher vu. éditeur. Je t'envoie ça après. C'est gratuit. Genre, il vérifie juste ton identité et il te file vraiment les chiffres. Comme ça, tu sais. Trop bien. Et c'est vrai que cette promo, moi, c'est Robert Greene qui m'avait dit ça, qui m'avait dit, en fait, t'écris un livre, tu le vends pendant 10 ans. Tu vois, un acteur qui fait un film, tourne un film, il sort le film, il fait sa promo Around the World sur 2 mois. Et basta, c'est terminé. C'est fini. Nous, le livre, non, 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 tu continues, tu continues, tu continues, toujours. C'est ça. Donc ouais, c'est ultra, ultra fatigant. 6 mois après le lancement, tu fais quoi? Si c'était à refaire, tu refais ou tu laisses tomber? Le livre? Hmm. Ouais, je refais. Ok. Non, non, honnêtement, je regrette pas du tout. Ça. Alors, là, on a dit quelque chose qui était un peu négatif, c'était très fatigant, Non, mais mais c'est normal. C'est normal. c'est une réalité. Je veux dire, même, voilà, il faut le savoir. Mais après, aujourd'hui, ça m'a permis aussi d'avoir plus d'exposition. Ouais, J'ai été invitée sur le stand de la Fnac à Vivatech. Euh, voilà, j'ai eu pas mal d'opportunités, j'ai eu quelques retombées dans les médias. Jamais, t'en as jamais autant que ce que tu voudrais, mais bien là sûr. aussi, je pense que que ça se joue vraiment sur le long terme. Les médias prennent plus de temps parfois enfin, je suis assez confiante pour la suite. Mais la promo continue par contre. C'est-à-dire que Ouais. cet été, je continue de temps en temps, pas de manière aussi intensive. Mais non, je regrette pas du tout. On n'en a pas parlé, mais quand on a par exemple, un livre, ça te permet de faire des cadeaux à des clients, ça te permet de le remettre en main propre. J'ai développé une conférence autour du livre que j'ai Bien déjà sûr. donnée plusieurs fois. Donc, tu vois, ça vit. Et pour moi, non, je le referai sans hésiter. Canon. J'ai le droit de Tu... parler d'un truc qui me fait kiffer Mais sans que oui, les gens lèvent les yeux au ciel. c'est bien, et que certains même, ils vont venir payer pour écouter ça. Merveilleux. Exactement. Ah non, ça c'est vraiment, vraiment bien. Pour cet été, là, on enregistre, on est en été, il nous reste quelques jours, potentiellement quelques semaines de vacances. 3 livres. Tu recommandes quoi? 3 livres business pour quelqu'un qui veut se lancer dans le business. 3 lectures qui t'ont marqué dans ta vie. Donc, tu as le droit de remonter en 2000, en 2010. Tu vas où tu veux. Alors, il faut que ce soit business. Alors, moi, un livre business qui n'est pas forcément business d'ailleurs, mais que je cite toujours, même s'il est hyper vieux, c'est Comment se faire des amis de Dale Carnegie. C'est un hyper grand classique. Je suis toujours étonnée du nombre de personnes qui ne l'ont pas lu. Donc, parce que je sais pas, pour moi, c'est la base de la C'est base. ça. Il Euh, a 100 ans. Il a 100 ans, mais il est toujours aussi, aussi pertinent. C'est la base pour tous les gens qui ont un job de commercial. Enfin, quand tu dois parler à quelqu'un, quand tu évolues en équipe, il reste un classique. Ils l'ont mis à jour avec le Comment se faire des amis à l'ère du digital, tu sais. Ils l'ont mis à jour, mais Ah, ça, ça je sais pas, reste. tu vois. Oui, ah ouais, il existe aussi parce Je... que bah, ils avaient besoin, tu sais, avec tous les réseaux sociaux, ils se sont dit, allez hop.
on met à jour parce qu'il y a une fondation, il y a son organisme de formation qui a fait cette version 2. Ok, super classique, super recommandation. Donc il y a celui-ci. Après, moi, je suis pas ultra livre business, donc c'est pas Ouais, la question facile pour moi. Mais sinon, dans un mois que j'avais adoré, qui est peut-être un peu daté, mais je trouve il donne des idées que j'avais pas trouvées ailleurs. C'était un Guy Kawasaki, L'Art de l'Enchantement, ok, ouais, qui est beaucoup plus sur l'expérience client et comment je fais adhérer. Alors, on pourrait évidemment citer les Cialdini qui sont hyper connus. Et si tu es tout début, il y en a un qui est bien fichu, qui est aussi un grand classique, mais il a l'avantage d'être très pédagogique, pas ultra bien écrit par contre. C'est Imite de Michael Gerber, je crois, un truc comme ça. Et génial. en fait, c'est le mythe de l'entrepreneur revisité. Enfin, globalement, c'est comment tu structures ton entreprise, mais on n'est pas sur le mode start-up parce que aujourd'hui, le problème, c'est que la plupart des livres business s'adressent plutôt sur tu vois, tout ce qui est traction, machin et tout, Bien sûr, aux ouais, ouais, start-up, mais tout le monde n'a pas une start-up ou c'est n'est pas sur ça. ce modèle-là. Et bon, ben voilà, tu peux avoir envie de faire autrement. Et celui-là, c'est un grand classique. Après, voilà, moi, je lisais plus des livres sur Sapiens et Néandertal que des livres business, donc je suis pas la meilleure pour ça. Sinon, il y a au moins Entrepreneurus. Il y a alors. On recommande vraiment, alors, moi je vais pas dire je me suis marré, mais on Oh, revisite en j'espère, fait si. non mais tu sais, tous les gros cas importants, ce dont tu parlais tout à l'heure, les Kodak, les BlackBerry, tous les gens qui ne se sont pas adaptés, quand tu parlais du too big to fail et tout, c'est des trucs qu'on a vécu. C'est vraiment la chute d'Arthur Andersen avec le scandale Enron. C'est des choses que on a vécues en 2001-2002. C'était assez fou de voir ça. Et en fait, bah oui, ça s'explique par le passé. Sandy, merci beaucoup vraiment d'avoir été avec nous. Merci beaucoup d'être venu partager ta sagesse avec nous. Pour retrouver Sandy, vous la retrouvez sur LinkedIn. L'adresse s'affiche à l'écran. Vous la retrouvez chaque semaine, 2 fois par semaine sur My Marketing Podcast. Bien évidemment, vous retrouvez dans toutes les librairies Homo Entrepreneurus. Vous le lisez, vous lui laissez 5 étoiles. C'est important pour faire connaître le livre. Et si vous avez des questions à lui poser, vous les mettez dans les commentaires. Elle viendra vous répondre, on lui enverra, vous la contactez en direct. Sandy, merci vraiment beaucoup pour ta présence. C'était très très chouette. Est-ce que tu as une dernière question? Est-ce que tu as un dernier message à faire passer? Non, bah déjà, je voudrais te remercier, toi aussi, de m'avoir posé ces questions qui n'étaient pas toujours les plus faciles, mais qui m'ont beaucoup plu et beaucoup intéressé. Notamment les questions que tu as cherchées chez ChatGPT, et je les ai trouvées très drôles. C'est ça, c'était pas très bien prévu. Merci beaucoup d'avoir suivi cette Merci vidéo. à toi. On se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouveaux conseils en copywriting, de nouvelles interviews d'auteurs pour tout comprendre sur le business du livre, du copywriting, du marketing, les techniques d'écriture, les techniques de persuasion. Vous n'oubliez pas d'aller récupérer, si ce n'est pas déjà fait, Copywriting Cash. Il est là quelque part sur l'écran. Vous le retrouvez dans les commentaires. Vous n'oubliez pas évidemment de vous abonner à la chaîne Les mots magiques et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, n'oubliez pas, votre histoire, c'est à vous de l'écrire. Salut!